Et merci d'être avec nous dans ce 64 minutes. Place à votre grand angle. Et dans ce grand angle, nous allons nous intéresser aux droits sportifs, des droits de plus en plus chers. Conséquence, il est devenu parfois compliqué de couvrir le sport à la télévision. Vous allez le voir concrètement dans un instant. Alors, comment gérer cette frénésie et comment garder le côté populaire du sport pour le diffuser auprès du plus grand nombre? Invité de ce grand angle, Sylvain Dufraisse. Bonsoir, vous êtes spécialiste de l'histoire et de la géopolitique du sport. Et puis à vos côtés, Gauthier Kerdudo, avocat spécialiste dans le droit du sport. J'ai plein de questions à vous poser dans un instant. Mais avant ça, si vous le voulez bien, on va aller faire un petit tour, un petit détour même par le cœur de Paris avec un exemple concret, comme je le disais, avec nos équipes sur le terrain pour les Jeux Olympiques. Karine Henry, vous vous trouvez donc pour TV5 Monde dans la zone des télévisions qui n'ont pas les droits pour ces Jeux Olympiques. Et il faut le dire, ça demande beaucoup d'adaptation sur le terrain et pour faire votre travail. Oui, ça demande beaucoup de débrouille, je peux vous le dire, Nicolas, et beaucoup de courses, beaucoup de barrages, beaucoup d'informations à demander à des gens qui parfois ne savent rien. Alors, en tout cas, on a réussi à venir ici. Donc, c'est un des endroits sur le long de la Seine où les non-détenteurs de droits, donc les télévisions ou les radios, peuvent venir. En fait, c'est très limité. Nous n'avons pas le droit de filmer quoi que ce soit de la cérémonie, les anneaux olympiques, les monuments qui sont affichés olympiques. Parfois, on a même dû flouter les anneaux olympiques sur les maillots des athlètes. Vous voyez où ça en est en fait. Mais bon, on se débrouille et puis on fait comme on peut. Et on a reçu des documents de, je sais pas, 300, 400, 500 pages. Et puis vous avez beau avoir une accréditation comme celle-ci, mais à chaque fois, il manque un sticker, il manque une autorisation. Il faut rajouter, on nous a rajouté un autre sticker, là, un petit, pour laisser des passages en fait dans des endroits où normalement on n'a pas le droit d'aller. Alors c'est vrai que un petit détail quand même, TV5 Monde n'est pas détenteur de droits sur certaines zones de diffusion, mais on l'est sur d'autres zones, notamment sur la chaîne Afrique. Et là, quand vous êtes détenteur, vous allez sûrement parler avec vos invités, c'est open bar, comme on dit, entre guillemets. Ça veut dire qu'on peut aller où on veut, filmer ce qu'on veut. C'est beaucoup plus facile, mais il n'empêche qu'il faut toujours le petit sticker en plus, la petite accréditation en plus. Bon, voilà, c'est très compliqué, mais bon, on arrive quand même avec de la volonté, de l'énergie à vous faire vivre ces jeux avec beaucoup d'émotion et avec le sourire. Et effectivement, adaptation, c'est le maître mot. Merci Karine Henry, accompagnée de Camille Ballan, Gauthier Kerdudo. Je me tourne vers l'avocat spécialisé que vous êtes. Là, on est en plein dans la thématique de notre grand angle. Karine Henry nous expliquait tout ce qu'on pouvait capter à l'image et ce qu'on ne pouvait pas capter lorsqu'on avait les droits. Pour un événement comme les JO, on pourrait dire mais ça pourrait être open bar, pour reprendre l'expression de Karine Henry. Et oui, et en fait, vous vous apercevez que vous avez des règles d'exclusivité. C'est le grand mot qui s'applique pour cet événement, parce que vous avez des attributs qui sont protégés. Vous avez ce qu'on appelle la règle de l'article 40 qui s'applique en matière olympique. On ne peut pas utiliser tout ce qui va être justement anneaux olympiques ou autre, comme votre journaliste l'a dit. Et donc, ça restreint, pour ceux qui ne détiennent pas les droits, cette faculté de pouvoir tout filmer. Parce que l'on comprenne bien, les symboles olympiques, ce sont des propriétés du Comité international olympique, ce sont des marques en gros, c'est ça ? Oui, on peut le dire comme ça, effectivement. Le comité olympique œuvre pour les protéger, surtout support, avec des règles qui sont très précises, de plus en plus précises, parce qu'il y a eu dans le passé des histoires, des affaires où il y a eu des marques, on peut essayer de transiger, essayer un peu de contourner ces règles-là. Et donc le comité olympique est très vigilant, notamment quand on est en plein dans le cœur d'une cérémonie ou même en dehors, quand on essaie d'être un petit peu à côté de ces événements. Et bien le comité olympique vient sanctionner, ou en tout cas être vigilant sur ces sujets. Sylvain Dufraisse, c'est un petit peu étonnant parce qu'on pourrait se dire au contraire, on a envie que cette cérémonie, que ces jeux soient diffusés au maximum dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de restrictions aujourd'hui sur les droits du sport ? Puisque c'est un des moyens, tout simplement, d'obtenir des revenus pour le CIO. Aujourd'hui, les droits TV, les diffusions aussi sur les autres médias, c'est en gros 60% en fait des revenus du CIO. Et ça en fait ça ne l'a pas toujours été. C'est vraiment au milieu des années 80 sur le modèle en fait de ce qui se passait dans d'autres fédérations que le CIO a décidé en fait de transformer les anneaux olympiques en marque et puis de commercialiser en fait les images des Jeux olympiques et d'en garder le contrôle et aussi de mettre aux enchères en fait les droits TV
pour aussi faire augmenter dans un contexte plus large en fait où il y avait aussi un développement des chaînes de télévision par le câble, par le satellite. Je vais peut-être vous poser une question naïve, mais les anneaux olympiques, ils ne sont pas tombés dans ce qu'on appelle la propriété intellectuelle de chacun de nous? Non, non, en fait, c'est extrêmement contrôlé par le CIO et le CIO vraiment fait très attention en fait à l'usage des anneaux olympiques et on peut l'utiliser que dans certains cadres très très précis. Et ça, c'est la même chose que toutes les images que produit le CIO. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que depuis 2001, il a créé justement un prestataire qui s'appelle Olympic Broadcast Channel, qui se charge en fait de produire les images des Jeux Olympiques et d'en garder le contrôle aussi. Ça permet aussi d'éviter que des non-sponsors apparaissent dans un coin, etc. Et depuis, en fait, ils ont même créé en 2016 The Olympic Channel pour s'adapter aussi à un public plus jeune qui consulte davantage les images sur des réseaux sociaux. Oui, parce que justement, j'anticipe un peu une question que j'allais vous poser un petit peu plus tard dans ce grand angle. Là, on parle de la télévision, mais sur Internet, si quelqu'un veut venir avec son smartphone filmer et diffuser en direct, quelle est la loi ? C'est là tout l'enjeu, c'est là toute la difficulté, c'est que l'intrusion ne peut pas aller jusqu'à empêcher les personnes qui assistent aujourd'hui à Paris à la cérémonie de pouvoir diffuser sur leur live Instagram par exemple. Donc le CIO est obligé de mettre en place des règles. Vous avez des règles pour tous les sports, d'ailleurs que pas en période olympique. Vous avez tout au long de l'année des règles pour le championnat de France de football où on essaie de faire en sorte qu'il y ait cette exclusivité qui soit conservée. La difficulté, ça va être par exemple ce soir de pouvoir interdire ou en tout cas d'éviter qu'il y ait ce relais de ces images avec les anneaux ou avec la cérémonie en tant que telle. C'est difficile. Le CIO a sa réglementation, sa propre réglementation sur les réseaux notamment. Mais évidemment, sur ces sujets, le privé a ses limites. On ne peut pas aller sanctionner une image qui serait dans un téléphone. Gauthier Cartudo, vous nous rappelez en quelques mots, d'une manière générale, qui gère les droits TV liés au sport? C'est chaque fédération? Comment ça se passe? Alors il y a ce qu'on appelle les ayants droit, effectivement, les fédérations qui vont être détentrices de la propriété de ces droits et qui vont ensuite mettre en concurrence des diffuseurs. On a à travers le monde différents schémas. Peut-être deux exemples assez simples et connus. Aux États-Unis, on a depuis cette semaine, depuis hier, un marché qui a été attribué pour la NBA, un record de droits TV attribués. C'est le second montant le plus élevé de l'histoire de la NBA, où on a attribué à Amazon, pour le coup, la diffusion de la NBA. Donc on a la NBA qui va donner à Amazon cette possibilité. Alors avec d'autres chaînes, c'est un peu plus complexe que cela, mais d'autres chaînes, d'autres diffuseurs, la possibilité de diffuser. Sylvain Dufresne, comment on peut expliquer que le sport à la télévision coûte de plus en plus cher? Gauthier Cartudo nous donnait l'exemple de la NBA, mais on peut parler aussi de la Ligue 1 en France ou encore du championnat de football en Angleterre. Comment on explique cette explosion des coûts? Alors justement, c'est un des moyens pour les fédérations aussi d'obtenir des revenus et donc elles envisagent en fait la mise en concurrence entre différents canaux de diffusion comme un moyen aussi d'obtenir plus de revenus. Mais on le voit avec l'exemple récent de la Ligue 1 où finalement ce n'est pas toujours le cas. Alors moi je vais revenir un peu au CIO. Ce qui est intéressant avec le CIO, c'est que c'est la rareté en fait du produit Jeux Olympiques. Une fois tous les 4 ans. Voilà, et qui permet aussi ces enchères en fait. Et aujourd'hui, même par exemple l'UER, l'Union européenne de radiodiffusion, ne peut pas seule se permettre d'acheter les droits. Et là, par exemple, pour les prochains Jeux Olympiques, elle s'est associée à Warner Bros. Et puis également à Discovery, donc Eurosport, pour permettre la diffusion des Jeux Olympiques. Sylvain Dufresne, justement, la question qu'on pourrait se poser, c'est face à l'explosion du coût des compétitions sportives, est-ce que ça va amener les télévisions peut-être à sélectionner davantage ce qu'ils diffusent, à se dire je me concentre par exemple sur le Tour de France, sur telle compétition de gymnastique ou d'athlétisme? Ça va être ça l'avenir de la télé sportive selon vous? Alors on voit aussi une forme de division en fait du spectacle sportif en fonction des chaînes, puisque comme je l'ai dit, depuis les années 80, il y a une démultiplication du nombre de chaînes de sport qui aussi ont chacune essayé de se spécialiser, de sélectionner des épreuves. Alors, je pense par exemple à Ted Turner, le patron de CNN, qui avait créé une compétition de toutes pièces en 1986 qui s'appelait les Goodwill Games, où pour la première fois depuis 1976, les États-Unis rencontraient l'URSS. Et en fait, là encore, c'est la rareté
qui permettait aussi d'imaginer que le public viendrait voir ces compétitions. L'un des revers de la médaille, c'est aussi le piratage en ligne, puisque de plus en plus, on parlait des smartphones tout à l'heure, mais il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux les diffusions en streaming pirate. C'est pour moi le gros problème aujourd'hui dans cette négociation des droits. Hein, il y a une législation d'ailleurs là-dessus. Il y a des condamnations, c'est aujourd'hui illégal sur ces procédés-là, donc il y a des sanctions qui sont évidemment prévues, organisées. Là encore, c'est très difficile de rentrer dans l'individuel et le personnel et d'être intrusif jusqu'à aller interdire d'une manière générale. C'est la grande difficulté des diffuseurs aujourd'hui, notamment dans la négociation, on l'a vu dans la négociation des droits pour la Ligue 1 par exemple, où vous avez le risque que derrière, eh bien, on ait des diffusions qui découragent les personnes à prendre des abonnements à 25, 30 euros ou 40 euros parce que justement ils savent qu'ils peuvent contourner éventuellement ces abonnements et avoir quasi gratuitement un ensemble de chaînes. Alors là on dresse jusqu'à présent un tableau un petit peu noir de l'argent dans le sport, mais le revers de la médaille c'est que au sens large, ces grands événements, ces grands championnats, ce sont devenus des vecteurs de croissance économique et pour les clubs ou les ligues eux-mêmes d'ailleurs, Gauthier Cartudo. Il faut rappeler ça aussi, oui. Hein. Cet argent il est redistribué derrière. Oui, c'est très important. Alors c'est à la fois, alors je ne veux pas être tableau noir encore, mais c'est vrai que c'est à la fois positif et négatif. Il y a cette dépendance qui a été créée avec les clubs qui ont besoin de cet argent, mais ce qui démontre que dès lors que cette somme de négociation baisse, on est passé d'1 milliard à 500 millions cette année en tout cas en prévision, ça veut dire que les clubs perdent de l'argent concrètement sur leur budget, sur leur fonctionnement, sur la manière de faire vivre un club, et donc c'est une difficulté. C'est aussi un avantage et c'est aussi une difficulté. Donc oui, il y a cette dépendance, ça fait partie de l'économie, les droits TV font partie de l'économie, en tout cas en France, ailleurs aussi, sauf qu'en France on est sur une version plutôt descendante par rapport aux États-Unis, l'exemple que je citais, là on est de 1 milliard à 500 millions en France, donc ça a une incidence évidemment. Sylvain Dufraisse, comment on fait pour sortir de cette dépendance aux droits TV? Est-ce que vous pensez que ça va être exponentiel, cette dépendance? Non, je ne pense pas, et justement aussi pour le CIO, c'est un outil de pouvoir d'avoir cette manne financière, puisque le CIO en fait redistribue au COJO, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques, mais il redistribue une partie des revenus aux fédérations. Et en fait, certaines fédérations, comme la FIFA, n'ont pas forcément besoin des revenus des Jeux Olympiques, mais par contre, pour d'autres, c'est extrêmement important. Pour le tir à l'arc, par exemple, pour la Fédération internationale de tir à l'arc, pour la Fédération internationale de lutte, mais pour la Fédération internationale de boxe aussi. Et justement, c'est aussi un levier de pression sur les fédérations internationales pour le CIO, pour qu'ils mettent en œuvre en fait les politiques souhaitées par le CIO. Sylvain Dufraisse, est-ce que c'est un outil de pression diplomatique aussi parfois ou pas? Alors ça peut être un outil de pression diplomatique, mais là on peut évoquer l'exemple du Qatar, mais je pense que mon collègue Cartudo, vous avez un avis sur la question? Ça peut être parfois utilisé dans les négociations entre pays ou entre fédérations? Ça a été dit, en tout cas, il y a un certain nombre d'affaires qu'on peut ressortir sur le sujet. C'est vrai que depuis que beIN est aujourd'hui présent dans le paysage français et qui est en plus présent sur le maillot d'un club exactement, peut y avoir des questions qui se posent. J'ai évidemment pas les réponses, mais il y a des problématiques sur ça et des débats. Au-delà même de la diplomatie, d'un point de vue conflit d'intérêts aussi, on l'a vu, alors si c'est vrai en tout cas qu'au moment de la négociation, eh bien, le président du Paris Saint-Germain, qui est aussi responsable de beIN, a dû sortir de la négociation parce que nécessairement les genres se mélangeaient. C'est une problématique. Là, effectivement, il y a le mélange des genres qui arrive parfois. Sylvain Dufraisse, comment on fait pour gérer cette frénésie? Puisque derrière cette thématique, moi j'avais une question. Comment on fait pour éviter que le sport, eh bien, il reste populaire, il reste accessible à tous, même lorsqu'on est de l'autre côté de son écran? Normalement, c'est la fonction du sport aussi, c'est d'être ouvert à tous. Comment on y arrive? Alors ça, c'est une vision du sport. Il y en a différentes. D'autres considèrent que c'est un marché et justement que c'est un spectacle qui doit rapporter des revenus. Et on l'a vu en fait avec le débat autour de la place des billets des Jeux Olympiques en France. En fait, pour un spectateur français, ce sont un coût qui est assez élevé. Mais par exemple, pour quelqu'un qui est habitué à aller voir des matchs de NBA, c'est vraiment des sommes modiques en fait, puisque aux États-Unis, pour aller voir des matchs, en fait, que ce soit en NBA ou que ce soit aussi des matchs de football américain, les places en fait sont extrêmement chères. Mais Sylvain Dufraisse, le système, est-ce qu'il est vraiment viable à long terme? Est-ce qu'au bout de la chaîne, ce n'est pas le téléspectateur qui est le grand perdant? Je pense pas, puisque en fait il y a aussi en fait un autre effet, c'est la manière dont pour conserver l'intérêt des spectateurs, il y a une forme de mise en spectacle, et on le voit ce soir par exemple avec la cérémonie d'ouverture.
qui est une cérémonie, en fait la dernière cérémonie a fait moins d'audience à Tokyo que les précédentes. Et donc l'enjeu du CIO, et c'est sans doute peut-être une des raisons du choix de cette cérémonie sur la scène, c'est de recréer du spectaculaire pour finalement attirer des spectateurs qui s'ennuyaient finalement devant le défilé des nations. Et là, en fait, de mêler le spectacle en fait, au défilé des nations peut ressusciter de l'intérêt. Gauthier Cartudou, il nous reste 30 secondes pour conclure. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Sylvain Dufraisse? Désormais, on mélange sport et spectacle pour le grand bonheur de chacun. C'est exactement ça. La Formule 1, par exemple, avec Netflix, qui a recréé un peu de l'exclusivité sur du contenu un peu particulier dans les coulisses de la Formule 1, et le fait que la Formule 1 revienne aujourd'hui un peu en clair, ça montre qu'il y a différentes manières de regarder le sport, différentes manières de le consommer, et que chaque sport aussi s'adapte à ces différentes manières de consommer. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ce débat qui était passionnant. Sylvain Dufraisse et Gauthier Cartudou, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau du 64 minutes. Restez avec nous.